Alors, on va parler de cet arsenal et de ces annonces du Premier ministre ce matin pour lutter contre le terrorisme et le djihadisme. Chem Sakrouf, bonjour. Bonjour. Merci de revenir nous voir. Vous êtes spécialiste du renseignement militaire et Christophe Moulin du service police-justice de LCI. Monsieur Akrouf, je voulais d'abord vous demander votre sentiment global sur ce qu'a annoncé le Premier ministre. On a entendu beaucoup de réactions qui disent que c'est un plan très concret, tout à fait équilibré. On parlera de la réaction de Marine Le Pen après. Votre sentiment à vous? Oui, effectivement, ça paraît être de bonnes mesures. Le Premier ministre a réellement pris la teneur des problématiques rencontrées. Si on prend des mesures, c'est qu'il y avait des problèmes avant. Il y avait un fort potentiel de terroristes revenant de Syrie, d'Irak, qui, pendant un moment, n'ont pas été clairement cités par le gouvernement. Ils avaient même atténué certains nombres. Là, il y a une réelle volonté de prendre en compte cette menace. Et les moyens qui ont été annoncés sont concrètement adaptés à la menace qu'on rencontre. Alors, on va les chapitrer, ces moyens. Christophe, on a parlé des services de renseignement, les dispositifs juridiques, la prison aussi, beaucoup. La mesure phare, c'est quoi? C'est cette loi qui va être préparée pour le mois d'avril, qui sera votée en procédure d'urgence au mois de juin. Ça veut dire qu'il faut aller très vite, quoi. Oui, effectivement, c'est donner enfin aux services d'enquête et de renseignement les moyens. Alors, il y a bien sûr le volet judiciaire, celui qu'on connaît depuis la nuit des temps, mais il y a aussi un moyen pour les enquêteurs en ce qui concerne le balisage, les surveillances électroniques, les écoutes, bien évidemment. Et puis un certain nombre de procédures que l'on retrouve souvent, notamment dans certaines unités de l'armée, qui sera aussi associée à cette guerre contre le terrorisme, a dit Manuel Valls. Donc tout ça, c'est important. Ce qu'il faut surtout souligner, c'est qu'entre cette volonté affichée clairement ces derniers jours et aujourd'hui par le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur au cours de la conférence de presse, d'ici le mois de juin, le vote, en espérant que notamment ce volet que certains baptisent déjà sécuritaire, certains se sont érigés justement contre des mesures qui seront certainement appliquées au mois de juin, déjà dans le projet de loi 2014 présenté par Bernard Cazeneuve. Donc aujourd'hui, je reprendrai quelque part les mots du ministre de l'Intérieur et du Premier ministre, détermination, cohérence, lucidité, oui. Il faut maintenant que ce qui a été annoncé soit suivi des faits et aille jusqu'au bout. Lucidité aussi, parce que le Premier ministre nous a dit, vous a dit, ceux et celles qui nous regardent, qu'il y a aujourd'hui 1500 personnes qui peuvent passer à l'acte en France, 3000 personnes à surveiller et surtout, maintenant, il faut vivre avec le terrorisme et avec la menace terroriste. Une augmentation, d'après ce que nous disent nos confrères du Figaro, de 130% en un an des nombres de candidats au djihad en France, ce qui est énorme. La semaine dernière, vous étiez sur ce plateau, Chem Sakrouf, on discutait ensemble justement de ces lois antiterroristes, etc. Et vous disiez attention aux lois de circonstance. Est-ce que le gouvernement a pris suffisamment de recul avant de voter, enfin d'envisager de faire voter cette loi? Et selon vous, quelle est la mesure qui était indispensable de prendre et qui a l'air d'être prise? On sait que des actions étaient menées par le renseignement intérieur pour mettre des micros dans des appartements de terroristes et ils n'étaient pas couverts. C'est-à-dire que s'ils étaient découverts à ce moment-là, ces mêmes policiers auraient été mis en prison. Vous n'avez pas le droit, en fait. Voilà, donc il faut faire attention sur les projets de loi qui sont annoncés et leur mise en application. Et le président Hollande, je me rappelle, l'année dernière, avait annoncé la création de l'inspection des services de renseignement. Qui dit nouveau pouvoir, dit aussi contre-pouvoir, pour pouvoir justement surveiller ces lois qu'on met en place et les gens qui vont les mettre en œuvre. Donc effectivement, ça va dans le bon sens pour les acteurs de la lutte antiterroriste, mais il faut pouvoir, parce qu'il y a quand même la liberté en France, on est dans une démocratie, pouvoir veiller à ce que ces mêmes pouvoirs soient contrôlés par des gens dignes de confiance. Alors on a parlé pas mal des prisons et notamment de ces aumôniers supplémentaires, 60 aumôniers supplémentaires dans les prisons, aumôniers musulmans. Et puis ces quartiers spécifiques, ça a été testé à Fresnes, enfin c'est d'ailleurs testé en ce moment à Fresnes et il y a beaucoup de gens qui nous disent que ça ne fonctionne pas. C'est compliqué, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut mener des actions terroristes, même s'il côtoie un aumônier musulman, il ne va pas aller se confier. On sait pertinemment que ces aumôniers-là sont recrutés par l'État et que potentiellement ils vont les dénoncer ou... Donc il y a un effet de cloisonner ces mêmes gens-là ensemble. Il n'y a pas de solution type, parce qu'on ne peut pas les mélanger avec du grand banditisme. Quelqu'un qui rentre pour du braquage et qui ressort terroriste, c'est compliqué. C'est très compliqué. Il y a beaucoup de porosité. Ça nécessite de la réflexion, d'études, d'expérimentation. Et puis surtout, il ne faut pas mettre ces choses-là dans l'urgence.
Il faut prendre le temps, pas créer un Guantanamo et pas non plus faire semblant que ça n'existe pas. Christophe? Avec des problèmes qui sont soulignés d'ailleurs par les syndicats de prison, c'est cette application difficile aujourd'hui, manque de moyens. Alors, on va voir, il y aura du personnel et des crédits, mais là aussi, il faut une certaine réalité. Prenons l'exemple de Fresnes. Tout le monde parle de Fresnes, la ministre de la Justice parle de Fresnes. Ce qu'il faut savoir, à Fresnes, quand on ouvre un peu les portes, c'est que vous avez 25 détenus aujourd'hui pour des faits liés à l'islamisme radical qui sont à l'isolement. Oui, les cellules se touchent, ils sont à l'isolement pendant qu'ils sont en cellule. Eh oui, c'est ça. Les promenades, les activités physiques, le réfectoire, c'est en commun. Donc il y a un problème. Avant, c'était dans les centrales, maintenant c'est dans l'ensemble des prisons. Et prenons les aumôniers. Il y a un problème de formation, ça pour l'instant on n'en a pas parlé. Et puis il y a Alors, un c'est ça, problème oui. également de chiffres. 60 de plus. Ils étaient 150, allez, 180, vous en rajoutez 60, qui ils sont. Certains ont été dénoncés par les syndicats de police parce que justement ils faisaient du prosélytisme. Ils faisaient arriver à l'intérieur des centres de détention des Corans qui n'étaient pas traduits et rentraient parfois des documents qui étaient des documents relatifs au djihad. Actuellement, d'après les chiffres de l'Observatoire national des prisons, vous avez un peu plus de 40 000 détenus sur 68 000 qui sont de confession musulmane. Vous imaginez 200, même 250, ce n'est pas assez. Et là aussi, il faut un véritable encadrement. Ce n'est pas au personnel pénitentiaire de faire quelque part la police, alors qu'il y a des instances en France qui devraient s'en charger. Sachant qu'effectivement, sur la formation des imams hors prison, bien entendu, pour le moment, on n'a rien. Je voulais juste vous soumettre la réaction de Marine Le Pen, parce qu'elle a réagi il y a quelques minutes. Elle dit rien du tout sur l'immigration massive et le communautarisme, très bien. Rien sur la politique étrangère complice des financeurs de l'islamisme. Alors c'est un problème à prendre en compte. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on sait qu'il y a des djihadistes de Daesh soignés en Turquie. Donc il serait peut-être intéressant de demander des comptes à la Turquie. Si on prend le financement du terrorisme, on nous a parlé du pétrole vendu pour l'État islamique en Syrie. On sait qu'il y a des flux financiers qui vont des pays du Golfe vers ces groupes terroristes. Est-ce que c'est nos alliés, à deux circonstances, parce qu'on a besoin d'eux pour le pétrole, et quand on a des terroristes qui touchent nos enfants, est-ce que ça reste nos alliés? Donc c'est une vraie question à se poser là-dessus. Tout à fait. Il faut absolument, pour le coup, se saisir de ce dossier-là. Alors se saisir de ce dossier-là et se saisir aussi d'un autre dossier qui a été quelque peu passé sous silence. Il y a eu certainement juste une question au ministre de l'Intérieur et notamment au ministre des Affaires étrangères. C'est surtout la coopération. On parle beaucoup de coopération en Europe, oui certes. Elle fonctionne peu ou prou, elle sera améliorée, mais surtout avec d'autres pays. La Turquie et ce jeu très ambigu, vous disent d'ailleurs les spécialistes de l'antiterrorisme, mais également des pays où se déroulent aujourd'hui des conflits armés, où vont combattre les djihadistes, et d'autres pays. Vous savez quand même que depuis une petite affaire diplomatique datant d'il y a quelques mois, on n'a plus de relations avec le Maroc, peu ou prou de relations avec l'Algérie. Donc il y a des relations à renouer aujourd'hui parce que ce sont des gens qui ont vécu, qui vivent le terrorisme. Il y a des informations qui doivent circuler. L'Europe, c'est bien, mais le terrorisme, il est mondial. Donc aujourd'hui, il faut que toutes ces informations circulent et puissent être utilisées quasi au quotidien dans les dossiers. Et on doit vivre avec le terrorisme, c'est ce qu'a dit donc le Premier ministre. il existe, et c'est une réalité. Il existe, c'est une réalité. Merci infiniment d'être venu nous voir. Merci à tous les deux. Véronique Touillet pour